Et en direct du Palais des Festivals à Cannes pour le Festival international de jeux avec Romaric Briand. Salut Romaric. Ça va? Ça va? Ça va Farid, la pêche? Ouais. T'as la banane? Alors toi? C'est comme ça que j'introduis tous les podcasts de la cellule. Je me suis fait avoir. Ah non, en fait on fait ton interview. Ah d'accord. Comment t'as commencé le jeu de rôle? J'ai commencé le jeu de rôle avec Vampire la Mascarade. J'ai commencé parce qu'on m'avait dit que c'était un jeu dangereux. J'avais entendu ça à la télévision, que c'était un jeu dangereux. Moi à l'époque je jouais aux cartes Magic. On m'a dit tu vas voir, le jeu de rôle c'est un jeu bouleversant, c'est un jeu qui va changer ta vie. Et on ne m'avait pas menti, quand j'ai découvert Vampire, ça a vraiment bouleversé ma vision de la création, d'histoire. Et voilà. T'as joué quel perso? Ton premier perso à Vampire? C'était un salubrien qui était déguisé en toréador pour éviter la chasse des trémères. Et il se trouve que j'étais amoureux d'un trémère puisque nous étions liés par le sang. Et donc ça a créé toute une dynamique très narrative, très poignante autour de notre relation. Parce qu'à la fois il devait me traquer, en même temps moi je l'aimais. Enfin, c'était une histoire d'amour à travers aussi une coterie de l'impossible avec des tas de clans qui logiquement ne doivent pas pouvoir se rassembler, mais bon, c'était Vampire quoi, donc c'était possible. T'es resté joueur longtemps ou très vite t'as masterisé? Je suis resté joueur très très longtemps. On a fait une grande chronique qui s'est épanouie en gros de l'Antiquité où j'étais né jusqu'à l'époque contemporaine. Donc on jouait à raison d'un scénario de Vampire par semaine à peu près. Et en fait, ensuite, je suis passé de l'autre côté de l'écran en découvrant la série animée Les Chevaliers du Zodiaque, où je me suis dit, en écoutant les musiques, en fait, ça m'a donné envie de créer autre chose avec Les Chevaliers du Zodiaque que ce qu'on avait fait Kurumada et la série animée. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire un jeu de rôle des Chevaliers du Zodiaque. Et c'est comme ça que je suis passé du côté créatif, d'abord en amateur sur une licence très très connue. Mais au fait, tu as commencé à quel âge le jeu de rôle? J'ai commencé au collège avec un pseudo Star Wars, mais on peut pas dire. J'ai commencé à fréquenter un peu des gens qui faisaient du jeu de rôle autour du collège en commençant Magic. Mais j'ai vraiment commencé le jeu de rôle, la campagne de Vampire dont je te parle là, je crois que c'était à 17 ans, quelque chose comme ça, en première ou en seconde. Je sais plus très bien. Ouais. Toujours par le lycée? Toujours par les potes Toujours par des potes de lycée. Et vraiment avec cette idée que le jeu de rôle c'était quelque chose de dangereux, d'un peu interdit. Mes parents, quand je leur disais que je faisais du jeu de rôle, il y avait un petit côté je vais faire quelque chose que la société trouve bizarre. Je dois dire que pour jouer à Vampire et pour commencer avec Vampire, le monde de la nuit, le monde des ténèbres, il y a une espèce de parallèle comme ça entre ma vision du jeu de rôle et ce jeu. Et ça a vraiment fonctionné, quoi. Ça a pris 100% sur moi. Et tu parlais de création alors? Tu es passé à un moment donné à la création? Ouais, très rapidement, avec les Chevaliers du Zodiaque. Et en parallèle, on continuait notre campagne de Vampire. Et puis, en fait, dans les Chevaliers du Zodiaque, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était le fait que, d'abord, dans les Chevaliers du Zodiaque, on voit que les Chevaliers d'Athéna ont toujours raison, et ça m'ennuie. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est que ce soit pas si simple que ça, un peu à l'image de ce qui se faisait dans Asgard, où les chevaliers en face, opposés aux chevaliers d'Athéna, ils ont des bons arguments pour se défendre. Et au final, ça crée des combats très très poignants, parce que finalement, on est plus dans une tragédie, dans un véritable combat. Et donc, c'est ce qui m'intéressait. Donc j'ai fait un jeu qui était basé autour de ça, où chaque chevalier, en fonction du dieu qu'il servait, avait des propos. Et donc ça donnait un espèce de combat à la fois physique et philosophique entre les différents personnages. Et là, on a déjà embryonnaire le jeu que je vais créer ensuite, qui s'appelle Sens, et qui est un jeu de philo-fiction, qui cette fois-ci est vraiment de mon cru, quoi. C'est pas une inspiration. Je suis très inspiré de Metroid, la saga des Metroid, de Final Fantasy VII et de Dune, mais pour autant, Sens, c'est vraiment une création originale et c'est là que ça a commencé, quoi. Combien de temps ça t'a pris Sens jusqu'à l'aboutissement de la parution? Sens, je crois que ça a commencé, la première idée à émerger en 2000. Et que ensuite, la première édition vraiment achevée du jeu est parue en 2007. Entre temps, il y a eu une autre édition du jeu que j'ai faite qui n'était pas terrible du tout, que je cache, qui se joue au D12 à l'époque.
on va dire que là je suis encore en développement de sens et que pour l'instant c'est un projet de 10 ans. C'est un peu comme une espèce de thèse qui s'éterniserait en fait. Pour le jeu, tu as eu d'autres créations depuis? Oui, le Val, hein, qui est un jeu de société très inspiré de Magic. J'avais toujours cette idée que Magic était un excellent jeu, mais que l'un des problèmes, c'est que c'était celui qui avait le plus d'argent qui gagnait, et ça, c'est quelque chose dans notre société contemporaine que j'aime pas trop, le fait que ce soit celui qui a de l'argent qui gagne. Et donc du coup, j'ai résolu de faire un jeu à la Magic, un jeu de société, un jeu de cartes, mais avec des cartes traditionnelles, donc joker, valet de cœur, etc. Et un jeu de cartes, voilà, à la Magic. Et ça a plutôt bien marché, donc je suis content. Et tu animes un podcast? Et j'anime, moi je suis l'animateur effectivement d'un podcast hebdomadaire sur le jeu de rôle. Ok, c'est quoi le thème général de ce podcast? Alors, on va dire il y a 3 axes. Hein. Un premier axe qui est d'analyse du jeu de rôle. On fait vraiment un espèce de commentaire de texte en fait du jeu de rôle. On joue à un jeu et en live ensuite on va le décortiquer en fait pour l'analyser d'un point de vue du game design, comment l'auteur a réussi à transmettre par le biais de règles les émotions qu'il voulait transmettre à ses joueurs, les propos qu'il voulait défendre dans son jeu. Donc ça c'est le premier axe. Un deuxième axe qui va être plus sur le game design, la théorie, où on va traiter des sujets qui vont aller de la ligne éditoriale, de l'édition à la relecture, en passant par vraiment la création de règles. Et puis on va dire il y a un engagement personnel vis-à-vis de l'indépendance, vis-à-vis du jeu de rôle indépendant francophone que je trouve formidable, qui a vraiment pris des leçons notamment de l'école forgienne américaine, et qui produit aujourd'hui des véritables petits bijoux qui sont presque plus, qui restent de l'ordre du ludique, mais qui passent vraiment dans le versant esthétique, artistique, etc. Donc un côté un peu plus arty, on va dire. Et ça m'intéresse beaucoup, ces jeux à propos, ces jeux à thème fort. On va, plutôt que de faire un jeu de rôle, on va jouer un troll, on va plutôt jouer quelqu'un qui va être traversé par des problèmes existentiels très très forts, qui va devoir annoncer aux gens qu'il a le cancer ou ce genre de choses, et voir comment ça se met en place. Ça, j'aime beaucoup ce genre de thématique. C'est qui le prochain invité d'ailleurs? De la cellule? Ouais, ça va être quoi le thème? Alors je sais pas, ça va dépendre de quand va sortir ta vidéo. Là on a un projet de tester Miles Christie, j'ai vraiment hâte de le tester. En projet, on a des invités de marque qui vont venir sur la cellule, comme Stéphane Gros qui fait de la recherche en design de l'intelligence artificielle et qui travaille notamment sur l'intelligence artificielle de Dofus chez Ankama. Donc ça va être quelqu'un qui va venir nous parler de la théorie du jeu vidéo et qui pense, après avoir écouté les podcasts de la cellule, que la théorie du jeu vidéo et la théorie du jeu de rôle peuvent en fait fusionner. Donc ça va être à mon avis très très intéressant de l'entendre. Ça va vraiment être super, je pense. Et pour le futur, là, pour terminer, projet de jeu? Alors là, en projet, j'ai d'abord comme projet de terminer ce que j'ai commencé, parce que chaque fois que je développe un univers, je le développe vraiment à fond. Je suis vraiment, comme je te disais en préparation de cette émission, j'ai pas beaucoup de licences, je fais pas beaucoup de jeux différents, mais les jeux que je fais, je les fais à fond. Et généralement, par exemple, tu vois, Sens, c'est en 6 tomes, c'est des livres de 400 pages avec des règles, des univers très très fouillés. Le Val, ça va être un livre en 4 tomes également, et chaque tome présente une évolution du jeu de cartes, et il y aura même un jeu vidéo. Donc en gros, là, je suis vraiment moins sur des projets que sur le développement et l'achèvement de mon travail. Et là, je suis à 2 doigts de terminer Sens Cosmo, qui va être le plus gros volume de Sens. Quand Sens Cosmo sera terminé, après, Sens sera quasiment fini, puisque les 2 derniers ne seront que des suppléments, beaucoup plus simples à écrire, parce qu'il n'y aura pas toute cette dimension de playtest à faire, de game design. Le game design est déjà derrière, et là, ça va plus être de l'univers, etc. Donc voilà, déjà terminer ce que j'ai commencé, tenir mes promesses. J'ai quand même en projet de tester le Maelstrom, qui est ma théorie en ce moment en game design, à travers un jeu. Parce que mes jeux, si je les fais, c'est aussi pour mettre à l'épreuve mes théories.
Donc du coup, là, avec cette théorie du maelstrom que j'ai développée dans mon dernier bouquin, je veux à tout prix faire un jeu qui va tirer parti de cette théorie pour essayer de montrer sa pertinence et sa force. Voilà un peu les projets. Très bien, merci Romaric. Merci Farid. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao.